Salut chers amis téléspectateurs et bienvenue à votre nouveau rendez-vous 5 questions pour vous. 5 questions pour vous est une émission au cours de laquelle nous recevons un invité qui viendra répondre à vos questions. Des questions que vous nous envoyez, que nous réunissons dans un bocal transparent et notre invité en choisit 5. 5 questions auxquelles il répondra avec, je l'espère, beaucoup de franchise. Le talent, dit-on, est une manière spéciale de voir les choses, de comprendre, de juger. Celui que nous recevons aujourd'hui a une manière très spéciale de voir les choses. Du talent, il en a à revendre. Il est publiciste, comédien, acteur, humoriste. Celui que l'on ne présente plus et que je vous demande d'accueillir, c'est Serge Henry. Faites du bruit. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, Monsieur Serge Henry. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons aujourd'hui nous entretenir avec vous et également vous soumettre les questions des téléspectateurs. Et vous allez choisir dans le bocal 5 questions. C'est le principe de l'émission. Mais avant cela, on va peut-être apprendre à faire un peu plus connaissance avec vous, surtout le côté de vous que beaucoup ne connaissent pas. On va remonter très loin en arrière pour repartir dans votre enfance. Où est-ce que vous êtes né, Serge Henry? Bon, je suis né à Léo, qui est un bon village de la Sicile. Je suis fier d'ailleurs de le dire. C'est pour dire que quand on est dans un village, ça ne veut pas forcément dire que l'on ne vit pas longtemps. Dieu merci, déjà en ce temps, il était quand même plus difficile, compte tenu de certaines conditions de vie. La preuve, c'est que j'ai eu une polio. Dans le temps, la poliomyélite était une maladie assez dangereuse. Mais Dieu merci, moi j'ai pu la surmonter, mais avec quand même une jambe, un petit séquelle bon, qui, Dieu merci, avec l'aide des parents et puis l'appui des amis et tout ça. Bon. À qui nous disons merci, parce que grâce à eux, peut-être, nous avons toujours le comédien que vous êtes aujourd'hui. Ouais, peut-être m'ont inspiré. Et puis bon, cette poliomyélite peut-être m'a un peu servi parce que elle m'a appris moi à me battre déjà tout petit contre certaines adversités. Ne pas marcher comme les autres, déjà c'était un problème. Ne pas pouvoir jouer comme les autres, c'était déjà quelque chose. Donc il a fallu essayer d'arriver à s'imposer, de me mettre dans le bon milieu et à obliger en fait certaines personnes à laisser ma polio de côté et me considérer exactement comme un être humain, comme tous les autres. Comme tous les autres, mais c'est difficile, hein, Monsieur Serge Henry, parce que déjà, il faut dire que vous êtes né d'un père français d'origine, même s'il a été par la suite naturalisé voltaïque, c'est bien cela, et d'une mère burkinabé. Donc c'est difficile que l'on vous confonde à tout le monde. Vous aviez quand même une apparence un peu particulière. Oh, ne serait-ce que ce n'est que le teint, en fait, qui peut dire que, bon, j'étais appelé toujours dans ce bon petit sobriquet de café au lait, comme on dit, parce que j'étais peut-être beaucoup plus clair que tous les autres. On nous apparentait beaucoup plus à un enfant qui était un enfant de blanc. J'ai eu cette chance, bien sûr, d'avoir un père qui, d'abord instituteur, et qui après a été un administrateur civil qu'on appelait dans le temps les commandants de cercle. Donc c'était déjà un privilège. C'est des gouverneurs dans le temps qui représentaient en fait le chef de l'État dans ces villages en tant que tel. Ça fait que j'étais un enfant de privilégié déjà. Donc c'est déjà ça. Quelqu'un qui avait son petit déjeuner, café, lait, beurre, quoi, machin, et ainsi de suite, et c'est 3 repas par jour, plus d'autres. Donc j'étais un enfant qui était déjà privilégié. Mais je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les autres amis sur lesquels je me suis beaucoup plus frotté. Et ils m'ont beaucoup appris, surtout le côté assez humble en fait. Et surtout mes parents m'ont toujours appris en disant, mon ami, tu ferais mieux de te mettre dans la tête que c'est nous qui sommes ce que nous sommes, mais toi tu es comme les autres. Donc tu n'es pas supérieur à eux, et ça m'a servi dans la vie. D'accord. Alors, donc, nous n'allons pas perdre de vue le principe de l'émission, c'est que nous avons des questions dans le bocal. J'espère que ça ne vous effraie pas trop. Mais non, mais ça me permettra de savoir au moins à partir d'une question à quelle sauce je serai mangé. C'est pas mal, quoi. D'accord. Donc, nous allons procéder au choix de la première question de votre propre main. Donc, vous pouvez y aller. Bon, et comme ce n'est pas une main innocente, on va y aller. D'accord. Vous pouvez regarder, hein. Ah, c'est moi qui pour être sûr que... Non. Je peux la lire, mais vous pouvez regarder pour être sûr que je ne déforme pas la question. Je préfère la lire, alors, quand c'est comme ça. C'est pas que je ne vous fais pas confiance. D'accord.
quelle est la critique la plus acerbe qu'on vous a déjà faite à propos de votre jeu d'acteur? D'accord. Je peux, merci. Alors, La critique la plus acerbe qui vous a été faite en tant qu'acteur. Que peut-être à certains moments, en fait, j'en faisais un peu trop, ou que je gesticulais, enfin, j'ai réussi. Je gesticulais trop, je faisais trop de gestes en tant que tel. Et je pense que c'est vraiment la seule qu'il fallait que j'arrive à me cadrer sur le jeu véritable qui m'était donné au niveau de cette personnalité. D'accord. Ben, pour moi, je me disais, attends, je fais tout mon possible pour satisfaire et il me sort un truc comme ça. Non, j'ai pas besoin de ça. Et écoute, moi, je veux un acteur qui fasse ça. Je disais, machin, si, je dis, bon. Voilà, et c'était quel film? On peut revenir dessus? C'était quel film? Est-ce que je me rappelle encore, toi? Ça veut dire qu'il y en a eu tellement? Il y en a eu tellement, je me rappelle plus, mais je pense que ça devait être Dao. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'était assez compliqué, ça fait que ce jour-là, déjà, je ne l'ai pas très bien pris. Et ça a été un problème pour continuer la suite du tournage par rapport à cette séquence, parce qu'effectivement, après, je commençais à ne plus la sentir. Et je pense qu'il a été obligé d'arrêter le tournage en disant, bon, écoutez, on arrête, et puis on reprendra demain. Bon, je suis bien content, j'ai fait payer une journée de plus à la production pour une critique à celle, je leur ai rendu une journée de plus. Ben voilà, tout à fait. Mais ça m'a servi, en fait. Bon, ça n'a pas plu au début, mais en fait, c'était des critiques. C'est des critiques, des fois, qui sont assez importantes. Pour un acteur, il va falloir savoir se mettre au diapason du réalisateur. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'acteur de décider de faire ce qu'il a envie de faire, c'est beaucoup plus un choix réalisateur et le metteur en scène en fonction de... Ok. Alors nous sommes dans le vif du sujet justement parce que si vous êtes là, nous n'allons pas manquer l'occasion de parler de votre carrière d'acteur. C'est une brillante carrière, mais on aimerait aussi savoir comment est-ce que ça a commencé tout ça. Tout de suite, je tiens à dire déjà que le métier d'acteur, c'était vraiment pas ça qui était dans ma tête au début. J'ai beaucoup plus commencé moi comme laborantin. J'étais à la Sosuco. On ne dirait pas, parce que laborantin, acteur, ça ne vous ressemble pas beaucoup. J'ai goûté moi la vie ouvrière et je suis de suite avec l'usine et le car, 6h à 14h, ou 14h, 22h et des fois 22h à 6h du matin, déjà dès l'âge de 19 ans à peu près. Parce que dans certains trucs, je m'étais un peu fâché avec mon père. Parce qu'il détestait, lui, en tant qu'administrateur, responsable, par exemple, de toute une province, que son fils soit parmi ceux qui aient, par exemple, échoué au niveau du BPC. Et ça, effectivement, il ne faut pas leur en vouloir. Ils étaient calés comme ça, c'est une honte que son fils n'ait pas réussi à cet examen. Et en plus, ça faisait 2 fois. Et en plus, je n'étais pas forcément le plus con de la classe. Mais ça, c'est sûr. Ça déjà, c'était un petit truc que j'ai eu entre lui et moi. Il m'a dit, bah, écoute, tu iras à la Sosuco, comme ça là, au moins tu apprendras à quelque chose au moins à faire. Je dis, ben, tiens, tant qu'à faire, si c'est ce que tu décides, ben, allons-y. C'est comme ça que on m'a mis à la Sosuco, au niveau du laboratoire. Et j'ai appris sur le tas, petit à petit, comme échantillonneur. Et ben là, et après ça, bon, ben, au bout d'un an, je me suis dit, bon, c'est pas tellement forcément ça qui me... Je dis, bon, je reviens moi sur Ouaga, je viens voir ma mère et puis je reste tranquille là. Et puis on verra, je vais reprendre les cours, même si c'est des trucs par correspondance et tout ça. Mais comme j'avais déjà fait laboratoire, et ça m'a permis moi déjà d'avoir un job bien ancré dans le truc. Et j'aimais bien quand même le métier, hein, ça je tiens à vous le dire. Je suis tombé en place sur un truc où on avait besoin encore de laborantin pour essayer de monter un autre service. J'ai postulé, donc j'ai commencé à partir de ça. Cette fois-ci à Ouagadougou. À Ouagadougou. Et je me suis fait licencier au bout d'1 an et demi ou 2. C'est pas de chance, hein? Pour effet de grève, parce que tout simplement, et ça je suis désolé, mais c'était déjà ma forte tête qui m'a sorti, parce que je déteste moi certaines injustices, c'est de ne pas comprendre que l'on puisse couper déjà que le salaire n'était pas aussi faramineux et que l'on vous coupe de l'argent dans ce salaire, sous prétexte qu'on le reverse au niveau de la caisse de sécurité sociale. Et qu'au bout d'un an, on va à la caisse de sécurité sociale et qu'on nous dit qu'on n'a jamais versé un seul franc. Alors là, c'était quand même un peu...
Et on n'a pas le droit de se plaindre. Alors moi j'ai décidé de dire non, je ne bosse pas tant qu'on n'a pas réglé ce problème. Oui. Et voilà, j'ai démarré sur une grève, j'ai entraîné quelques camarades dans cette affaire. Et puis on a été 3, on dit ah c'est les fortes têtes, ben, très bien, on les coupe afin que l'on puisse connaître. Et puis voilà, donc j'ai été licencié. C'est là-bas qu'après je suis dans le chômage. Alors je dis bon, la vie est là, je fais là. Et comme d'habitude, bon, j'avais eu cette chance de dire bon, il va trouver du boulot et que j'avais toujours à manger comme d'habitude, même quand je ne foutais rien. Merci maman, au passage. Il y a eu le truc de Cinafrique, la société de cinéma de M. Martial Olivetti, qui se montait. D'accord. Et ça, c'était à quelle période? C'était en 80. En 80, d'accord. Les années 80. C'est pas hier, un peu plus. D'accord. Je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas, au lieu de rester à ne rien faire, ben voilà, tu essaies de faire quelque chose. Et là, on m'avait dit, bon, tiens, on te prendra comme machin au niveau de la production. Tu apprendras le métier. Et puis, comme c'était la philosophie de la boîte, c'est d'avoir des techniciens supérieurs qui sont venus en fait de l'extérieur pour apprendre aux gens le métier du cinéma, et ainsi de suite. J'ai dit, bon, ben voilà une bonne fille. Et c'est parti comme ça. Maintenant, comment est-ce que c'est vraiment le cinéma, je tiens à le dire, vraiment le cinéma, c'est quand on a commencé le truc de vis-à-vis. D'accord. Et qu'entre Dao et moi, etc., autour d'un bon petit verre, on avait dit, ben tiens, la télévision de chez nous, il n'y a pas tellement de trucs pour essayer de se marrer, elle est un peu guindée, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose un peu plus... Et puis qu'on aille un peu dans les chantiers, et puis qu'on arrive à critiquer certaines choses, et puis voilà, on a dit, ouais, ça peut être pas mal, et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Mais je tiens à dire qu'effectivement, c'est à partir de vis-à-vis. De vis-à-vis. Que bien sûr je me suis fait connaître, puisque vis-à-vis était diffusé un peu quand même dans tous les filles, et puis ben voilà, les réalisateurs de la place commençaient à puiser à l'intérieur, et puis ben voilà, je pense qu'on leur a rapporté quand même assez de sous, non? D'accord. Donc on va continuer, toujours avec le principe de l'émission. On a épuisé la première question. On va passer à la seconde. Encore un choix. Ok, on va y aller. Alors. Ah. Alors je peux. Alors donc la question, la voici. Quel est le nom de votre première copine? Bon, c'est vrai que j'espère que vous allez répondre, et j'espère pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Mais je rappelle que vous avez la possibilité de ne pas répondre à une des questions, de prendre un joker. Mais j'espère que vous répondrez quand même. Celle-là, ça va être difficile pour moi de répondre, parce que je ne pense pas me souvenir particulièrement de son nom. Non, c'est pas que je veux tricher. D'accord. D'accord. Donc avant de passer à une autre question, peut-être un mot sur votre femme? C'est une femme assez merveilleuse. Bon, c'est pas que je vais essayer de vanter, c'est parce que je suis là. Si c'était une sorcière, je le dirais aussi. Mais voilà, qui m'a quand même soutenu, bon, et qui m'a connu au moment déjà où on s'est connu carrément où je n'étais même pas quelqu'un, comme on dit, bon, je préfère le dire, et où je ne touchais que de 3000 francs CFA par spot que je réalisais. Alors quand on faisait que 4 ou 5, alors 5 fois 3 c'est 15 000 par mois, c'était pas très évident même à l'ancien temps de gérer une copine qui elle était à l'université, mais elle touchait même mieux que moi en plus parce qu'elle avait déjà sa bourse. Mais bon. Et vous avez combien d'enfants? On a 3. Vous avez 3 enfants, d'accord. Et l'aîné à quel âge? 35 ans. 35 ans, voilà. Pas mal, hein? Ah oui, c'est pas mal. Je suis papy déjà. Félicitations. Je commençais tôt, voilà, je peux le dire. D'accord. Et le dernier? La dernière. La dernière, pardon. Elle a 21 ans. 21 ans, d'accord. J'espère la marier le plus rapidement possible. D'accord. Vous cherchez des candidats? Si c'est pour ça, ça ne manquera pas. Je pense que j'ai même un peu un choix à faire et puis il va commencer à charger mon fils pour essayer de savoir parce qu'on n'est jamais sûr sur qui on va tomber. Au moment où vous souhaitez que ce soit un tel, non, généralement ces filles elles font toujours quelque chose et vont récupérer quelqu'un que vous détestez le plus et elles disent que c'est leur choix. Alors donc je prie le bon Dieu pour que ce soit un bon choix, enfin pour moi. On va poursuivre, on va choisir une autre question. Bon, j'espère que ça ne tombera pas comme celle-là. Hein. Dans le genre, avez-vous déjà trompé votre femme ou je sais pas quoi? Ce serait intéressant ça comme question. Ah. Voilà encore le truc que... D'accord. Quel est le nom de votre maître du CM2?
Ça, par contre, je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. D'accord. Je me souviens, Youbaré Bernard, qui s'appelait. D'accord. Mais bravo. Et que ceux qui se souviennent de celui qui faisait l'émission de la Croix-Rouge, qui présentait l'émission de la Croix-Rouge à la télévision nationale, eh ben, c'était lui qui était en maître. D'accord. Ok. Donc c'est l'occasion peut-être de revenir un peu sur votre scolarité. C'est vrai que vous avez évoqué votre scolarité, vous dites que vous avez arrêté après le BPC, mais quel genre d'élève étiez-vous en classe? Assez dissipé, il faut le dire. Ok. Et toujours pas à taquiner, à m'aller là. Tant que moi je connaissais quelque chose, j'imaginais, je dis, bon, de toute façon, je verrai plus tard s'il faut. Je pouvais empêcher beaucoup de personnes de se concentrer parce que tout simplement, moi j'étais en train de toujours essayer de faire quelques petites grimaces. Bon, c'était pas facile des fois pour certains. Ça m'a coûté quelques petites baffes et des corrections en tant que tel, avec des cailloux sur les oreilles, plus les piloris à 70 ou 75. Mais comme j'étais un bon sportif, ça m'a même permis de me maintenir. Je leur dis merci pour les piloris. Ah bon? Ça m'a forgé les jambes. Donc vous êtes pour la fessée à l'école? Ouais, non, pas forcément pour le fessier, parce que par les temps qui courent, mais arriver à être beaucoup plus sévère avec les enfants, je pense que oui. Ça peut faire du bien. Bon, une baffe de temps en temps, ça ne fait pas de mal, parce qu'un enfant qui se permet par exemple d'insulter son instituteur ou son professeur, manquer de respect à un professeur, moi je pense que ce n'est pas très intelligent. On ne peut pas laisser ça en disant que non, un enfant ça s'éduque, ça. Un enfant qui manque de respect à quelqu'un qui apprend. J'en veux aux parents qui n'ont pas essayé d'éduquer leur enfant. Effectivement, nous, les parents, maintenant, on dit, nous avons payé, à lui de faire le reste, en oubliant que nous avons le principal travail, c'est de le faire en amont. C'est à la maison que l'on commence déjà à apprendre à l'enfant à respecter son prochain. Si on ne l'a pas fait, ce n'est pas son professeur ou son instituteur qui va le faire. Pourquoi je me rappelle un peu de ce nom de M. Youbaré Bernard? C'est parce que c'était un instituteur qui était assez carré et qui sans forcer et sans obligatoirement crier sur ses élèves en tant que tel, arrivait à se faire respecter. Mais c'était bien la première fois quand même, depuis moi le CP1 jusqu'au niveau, il a fallu que ce soit au CM2 déjà, que j'apprenne à rester quoi. Et ça c'était la première fois. Ça c'était déjà ça. C'était pas naturel. Hein? C'était rien que par le regard quand il n'était pas content. Ça c'est déjà ça de gagner. Il avait une moto qui était très à la mode dans le temps, c'était les Vespa. Et quand il arrivait, même si vous étiez loin, vous entendez le bruit, les gens ont dit, Monsieur Youbaré arrive, il va falloir commencer déjà à se mettre au nez. On n'a même pas besoin de sonner la cloche que des gens commençaient à se mettre déjà au niveau du rang, parce que c'était clair que c'était ça. C'était surtout ça qui m'a marqué le plus. Il était d'une gentillesse incroyable. Mais bien après, le collège, je l'ai croisé aussi plusieurs fois dans toutes ces émissions et tout ça. C'était toujours avec déférence que je le saluais. Même si je ne croisais pas les bras quand je le voyais pour encore le dire. C'est dit jusqu'à quel point il vous a marqué. Voilà, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Okay. Alors maintenant, nous allons aller à la rencontre de quelqu'un qui vous connaît depuis très longtemps, depuis cette époque d'ailleurs scolaire. Donc nous allons aller à sa rencontre, vous allez voir ce qu'il pense de vous, ce qu'il dit de vous. Ça vous effraie pas, hein? Vous n'avez pas commis trop de gaffes? Oh, mais ce soir, je bonne guerre que pour une fois au moins on puisse essayer de savoir qui je suis pour le haut. D'accord. Donc la première question que nous allons lui poser, vous verrez qui c'est depuis quand est-ce que vous vous connaissez? Depuis quand est-ce que vous connaissez notre invité du jour, Serge Henry? La première fois que j'ai vu Serge, c'est dans les années 74-75. C'était à Koudougou. Et moi, j'étais au cours normal de Koudougou et lui, il faisait Moukassa, au collège Joseph Moukassa. Je suis reparti après. Quand je partais à Moukassa, lui, il quittait Moukassa pour la salle ici, je crois bien. Voilà, c'est la première rencontre. Donc, vous venez de suivre cet élément, c'est qui? Vous le reconnaissez? Ouais, quand même, c'est... Bon, les gens disent c'est mon alter ego, en fait. D'accord. C'est vrai que Dao, il est considéré depuis un certain temps beaucoup plus
comme un frère, un ami plutôt qu'un collaborateur. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'années où on s'est frotté, on continue d'ailleurs de se frotter. Et puis ben, voilà. Il connaît bien ma famille, je connais très bien sa famille. Alors vous voyez, c'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel, d'accord. Donc nous y avons posé d'autres questions également à M. Dao, réalisateur de Vis-à-Vis, que vous connaissez depuis l'enfance. Alors nous allons lui demander de vous présenter. Lui qui vous connaît si bien, M. Dao, comment est-ce que vous présenterez comme ça en quelques mots Serge Henry? Déjà en tant que socialement, je crois que c'est quelqu'un de très très ouvert, contact extrêmement facile, qui a des principes souvent carrés. Artistiquement, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant au niveau de l'improvisation et vraiment un acteur hors pair. Je pense qu'on n'a jamais véritablement utilisé à fond l'énergie qui se cache dans ce personnage-là. Mais il a un côté aussi paresseux parce que, disons, c'est vrai, les hommes intelligents, surtout au niveau artistique, font le minimum d'efforts. Mais tout ce minimum d'efforts qu'ils font, ils savent dégager énormément d'énergie à travers ça. Il est un peu paresseux parce que en termes de rendez-vous, c'est pas souvent évident. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il vient de dire et vous trouve très intelligent et trouve qu'on n'a pas encore exploité tout votre potentiel tellement vous avez du talent, mais il vous trouve aussi un peu paresseux. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts parce que vous faites facilement ce que les autres font avec beaucoup d'efforts. Il a un peu raison parce que, en toute sincérité, je suis très paresseux. Même pas paresseux simple, je suis très paresseux. Et avant que moi je ne mette ma machine en place par rapport à certaines choses, c'est vraiment du diesel, quoi. Bon, pourquoi ça? C'est pas parce que je me dis, oh, je vais pouvoir essayer de... Oui, mais c'est vrai que moi, je peux remettre toujours à plus tard ce que les autres ont envie de faire maintenant. Je dis, en ce moment, moi, j'ai pas envie de le faire parce que je ne sens pas ça maintenant, mais je me sens beaucoup mieux. Alors que non, c'est peut-être ça, c'est un défaut que je fais tout pour essayer de corriger. Bon, ça, petit à petit, je sais pas si c'est avec l'âge, je suis en train de changer un tout petit peu, mais je n'ai pas changé beaucoup déjà en plus. Alors donc... ouais, il a vraiment raison. Bon, les rendez-vous, il dit, ouais, bon, ouais, c'est vrai que je déteste aller perdre mon temps sur des rendez-vous qui, je me dis, c'est même pas la peine qu'on y aille parce que ça ne rapportera rien de positif, et ainsi de suite et tout ça. Mais sinon, bon, j'aime bien quand même respecter mes rendez-vous. La preuve, c'est que je suis là. C'est vrai que vous êtes très drôle et parfois très taquin aussi avec vos collègues. Et donc, on va poser la question à notre réalisateur, votre ami, M. Dao, qui peut-être a des anecdotes à nous raconter. Alors, M. Dao, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos sur notre invité Serge Henry? Je me souviens que j'étais le réalisateur d'une pub à Bobo et Serge Henry était mon assistant. Accessoiriste plutôt, il était accessoiriste, il devait chercher des choses, donc voilà, et lorsqu'on est revenu du tournage, et le directeur général à l'époque, direction de la publicité, voulait contrôler toutes les dépenses qui se faisaient sur le truc, et il a vu marqué quelque part sur une facture Sangria. Et donc il a appelé Serge pour lui demander, mais ouais, Serge dit oui, mais c'est un accessoire venu d'Aisne, et que cet accessoire-là, vraiment, il devait donner quelque chose d'autre au plan qu'on faisait, etc. Et le directeur général de la publicité, qui ne connaissait pas Sangria, on dit, ah oui, ça c'est magnifique, hein, vraiment, je vais appeler Dao pour lui dire vraiment ce spot-là, voilà. Et un jour, à bavarder avec un de ses amis comme ça, elle dit, ah, ce spot-là va être un spot magnifique. Ils ont même mis de la sangria dedans, ouais. Mais son ami lui dit, mais écoutez,
Sangria, c'est du vin. Quoi? Oui, sangria. La sangria, c'est du vin. Il dit non, mais où est Serge? Il faut... Donc, ouais. C'était, bon, lui, il pourra dire ce qui s'est passé par après, parce que je pense qu'il a dû avoir quand même chaud, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est une anecdote avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec votre sangria qui devient miraculeusement un objet décoratif? Oui, c'est vrai que j'en ai eu pour ma santé, ma fête en tout cas. D'accord. Et je profite pour dire un bonsoir à ce directeur de la publicité, l'ex-directeur de la publicité, M. Nignan, en tant que tel, qui a été un directeur formidable et qui en fait nous a boosté et qui vraiment nous a poussé à faire de belles choses. Si on fait le compte, nous en sommes à 3. Donc il manque 2. Il manque 2. Donc on passe à la 4e question. Alors, donc en dehors du cinéma, quelle est votre autre passion? quand on dit en dehors du cinéma, c'est acteur, non, et après ça, C'est ça. j'aime bien regarder la télé. Ok. C'est-à-dire que je peux passer 12 heures affalé dans mon fauteuil à regarder par exemple des matchs de tennis ou des matchs de football, ou alors des documentaires jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Et pas de film? Vous regardez pas les films? Oh, pas très souvent les films. Même pas les vôtres? Ah non, ce qui est bizarre, c'est que je regarde presque jamais moi les films. Quand je tombe dessus, ça va. Déjà, donc on passe à la dernière question Bon, du bocal. On espère que ça va être la meilleure. Ok. Avez-vous déjà eu honte d'un de vos rôles au cinéma? Honte? Oui. Non, je vais être franc, j'ai jamais eu honte d'un rôle, quel que soit le rôle que j'ai reçu, ça a toujours été une expérience, ça a toujours été magnifique pour moi. Et Dao a envie que vous fassiez beaucoup plus que cela encore parce qu'il il croit en vous. Il est conscient de votre talent et il a un mot à votre endroit. Ouais, j'espère qu'il ne parlera pas de paresse encore ou qu'il a le remède. Ben, on verra bien. J'allais dire, enfoiré, il faut cesser d'être... faut cesser d'être paresseux et te mettre au travail. Parce que tu es bourré de talent et je pense que tu peux encore donner plus avant de dire bye bye. Nous sommes au terme de cette émission et j'espère, chers téléspectateurs, que vous aurez, à travers l'expérience et le vécu de Serge Harry, appris à mieux vous connaître vous-même. Car ne dit-on pas que connaître les autres, c'est la sagesse, mais se connaître soi-même, c'est la sagesse supérieure. Alors je vous invite à vous joindre à moi pour dire grand merci à Serge Harry pour le temps qu'il a bien voulu nous accorder. Merci à vous, ciao, bye bye, au revoir.